La guerre, Pepe, jusqu'à présent, regarde les cibles qu'avaient les Iraniens. C'était essentiellement des radars, des rassemblements de soldats américains, des armes, des munitions, tout ce qu'ils avaient dans la région. Voilà les principales cibles des attaques iraniennes, non seulement dans les États arabes, mais aussi en Israël. En ce moment, je pense que l'une des raisons, si tu regardes la courbe des premiers jours de cette guerre, c'est que le nombre de drones et de missiles tirés par l'Iran était très élevé. Puis, à mesure qu'il détruisait tout dans ses bases, le nombre a commencé à se stabiliser. Je pense que la question de la durabilité de la guerre préoccupait l'Iran. Comment la maintenir? Comment la poursuivre avec le temps? Mais si les États-Unis intensifient le conflit, puisque Donald Trump parle de 4 semaines, dans l'esprit des Iraniens, ce n'est pas 4 semaines. Ça va être une partie très, très longue, une longue guerre. Même les médias israéliens le disent. Hier, plus de 700, peut-être 760 drones ont été lancés contre Israël, et la plupart ont touché des sites sensibles. Les Israéliens estiment que les Iraniens produisent un très grand nombre de drones d'attaque précis et bon marché, et que l'Iran se prépare à une bataille prolongée. C'est le calcul du côté israélien. Je pense que c'est la réalité. D'après ce que je comprends de l'armée iranienne et de sa stratégie, c'est ainsi qu'ils voient les choses. Ils veulent poursuivre cette guerre. Ils ne feront pas d'aller-retour. Si une escalade se produit, comme Donald Trump en parlait hier, ils répondront de la même manière, voire au double, 2 ou 3 fois plus fort que les attaques visant leur propre infrastructure. Mais il faut comprendre que tout autour de l'Iran, depuis le Kurdistan irakien vers le sud, se trouvent ces bases américaines, ces, vous savez, collaborateurs des États-Unis. L'Iran doit donc gérer toutes ces questions autour du pays. C'est pourquoi je pense que, même avec les attaques contre les usines de dessalement, les écoles et les ressources en eau, l'Iran garde son attention sur des cibles stratégiques. Mais comme ces cibles sont totalement épuisées, totalement hors service, elles ne fonctionnent plus pour les États-Unis. Cela pourrait avoir une énorme influence sur l'économie à long terme, comme vous l'avez mentionné, car cela touche les installations pétrolières, gazières et de dessalement. Ce sont là d'énormes escalades, comme Donald Trump en parlait encore hier. Eh bien, la stratégie la plus rationnelle pour l'Iran, à présent, serait de raser Israël jusqu'au sol, bien plus que les pétromonarchies du Golfe. Et les pétromonarchies du Golfe, les sites importants à Bahreïn et au Koweït, ont déjà été frappés. Elles peuvent l'être de nouveau. L'attitude de l'Arabie saoudite dépendra bien sûr de la manière dont les Saoudiens vont agir à partir de maintenant. Et la cible clé, ce sont les Émirats, car une fois encore, les Émirats sont de facto en guerre avec l'Iran. L'Iran devrait donc s'en prendre aux infrastructures des Émirats. Et c'est tout. Ce n'est pas très compliqué à effacer, vous savez, car ils savent déjà ce qui vient de la combinaison Epstein Syndicate, à savoir des bombardements indiscriminés et ininterrompus. Ils doivent donc répondre de la même manière. Et voici les 2 cibles principales, Israël et les Émirats arabes unis. Ce sera probablement la logique à partir de maintenant, au cours des prochaines semaines. Et évidemment, les issues de secours sont hors de question. Vous avez vu la tentative d'assassinat de Kamal Karazi? Sa femme a été tuée et il est probablement grièvement blessé. C'était l'un des derniers négociateurs encore en vie. Après Karazi, il n'y aura plus de négociateurs. Ce seront les durs du CGRI. Voilà. Et ils iront jusqu'au bout. Les possibilités d'une issue de secours ont donc considérablement diminué cette semaine au cours des dernières 48 heures. Voilà. Nous sommes entrés dans la logique de, nous sommes à l'intérieur de la machine infernale de l'escalade,
comme je l'ai appelé dans l'un de mes articles la semaine dernière. Nous sommes en plein cœur d'une machine d'escalade sans limite, sans voie de sortie. C'est terrifiant, vraiment. Du moins d'un point de vue global, nous avons déjà certains des résultats de cette guerre, quoi qu'il arrive ensuite. Premièrement, l'Empire du Chaos ne récupérera jamais ses bases militaires en Asie occidentale. Jamais. Elles sont perdues à jamais. Et c'était l'une des exigences de l'Iran. Deuxièmement, le nouveau régime dans le détroit d'Ormuz. Voilà, il ne reviendra pas à ce qu'il était auparavant. Il sera négocié avec Oman. Les Iraniens ont déjà mis en place le fonctionnement dans les eaux territoriales iraniennes. Et Oman peut faire la même chose si les pétroliers passent par les eaux territoriales omanaises. C'est la même chose, mais cela concerne les deux. C'est un système différent, complètement différent. La moitié est déjà en vigueur. Voilà, il faut payer le péage, communiquer les informations essentielles, obtenir l'approbation de la marine des gardiens de la Révolution. Ensuite, c'est bon. Il existe différents niveaux. On peut avoir des accords de gouvernement à gouvernement. Par exemple, cela s'applique déjà au Sri Lanka. Sri Lanka, Thaïlande, Philippines, Inde, c'est déjà en vigueur. Cela pourrait s'appliquer à l'Irak et peut-être à d'autres plus tard. Avec la Chine, aucun problème. Cela fait partie du partenariat stratégique. Alors, voyons. L'Occident, surtout celui qui impose des sanctions à l'Iran, ce sont pour eux tous des cartons rouges absolus. Nous dépendrons peut-être de certaines nations occidentales cherchant à conclure des accords individuels avec l'Iran. C'est une autre histoire. Mais le nouveau système est déjà en place. Il a été approuvé par le Parlement iranien, et voilà. Il va devenir loi, et personne ne peut rien y faire. Ces résultats ne sont donc pas provisoires. Ce sont les conséquences à long terme de la guerre déjà devant nous. Et le troisième point, plus immatériel, presque métaphysique, c'est que l'aura d'invincibilité de l'Empire, c'est fini, et pour toujours. Pour toujours. Et cela a été vu par la rue arabe, par les terres de l'islam, par le Sud global, par tous ceux qui ont des yeux et un cerveau qui fonctionnent. Voilà, ils ne s'en remettront jamais. Alors, ajoutez à tout cela le pétro-yuan en vigueur au point d'étranglement le plus important de la planète. Voilà, vous avez, je dirais, 70 à 80% des conséquences les plus importantes de la guerre déjà en cours. Alors, qu'espère-t-il accomplir, Nima? Réduire l'Iran en ruine par les bombes. Est-ce que cela changera quoi que ce soit de ce qui précède? Non, absolument rien. L'histoire d'horreur sera bien sûr pour l'Iran en tant que nation et pour 90 millions d'Iraniens. Mais ils pourraient reconstruire. Ils ont en eux la capacité de reconstruire. Et l'exemple d'un État souverain, résistant, civilisationnel, affrontant l'Empire pratiquement seul et faisant hurler l'Empire. Impressionnant. C'est la grande leçon du XXIe siècle, que personne d'entre nous ne s'attendait à voir se produire aussi vite. Cela se passe en ce moment même, sous nos yeux. C'est ainsi que commence la multipolarité, sous le feu. Il n'y a pas d'autre voie. Voilà. Alors évidemment, Nima, on ne peut pas s'attendre à ce que ces barbares comprennent conceptuellement de quoi nous parlons. Ils sentent que tout ce qu'ils avaient imaginé, non pas planifié, car ils n'avaient rien planifié, a terriblement mal tourné. Maintenant, ils veulent que cela s'arrête, mais ils ne savent pas comment. Et ils savent que si cela s'arrête, ce sera avec leur défaite stratégique, ce qui est encore plus douloureux. Il n'y a donc pas d'issue pour eux. Cela explique, à bien des égards, leur rage aveugle. Alors vous savez, leur rage aveugle se détourne vers le bombardement des infrastructures civiles. Est-ce que cela va changer quelque chose? Non, absolument pas. Et cela ne fera que renforcer encore davantage la détermination iranienne. Maintenant, j'ai une question pour vous, Nima. Elle est très sensible.
Bien sûr, elle est spéculative, puisqu'elle provient de différents points du monde chiite, du monde arabe, de l'islam également, ainsi que de certaines personnes bien informées en Occident. Peut-on dire que les gardiens de la révolution islamique contrôlent désormais entièrement l'État iranien et que l'ayatollah Mostafa Khamenei est davantage une figure symbolique, de référence, très importante certes, mais qui ne prend pas les décisions finales? Je vous demande votre analyse personnelle. Vous pouvez la donner en tant qu'Iranien. Il n'est pas nécessaire que ce soit une analyse géopolitique. Non, non. Je pense que ce qui se passe à l'époque du nouveau dirigeant, le nouveau dirigeant suprême, c'est que le supreme leader of Iran, Mojtaba Khamenei, Ayatollah Mojtaba Khamenei, is that he's going to be pretty much, in my opinion, à mon avis, il va entretenir à peu près le même type de relation avec les gardiens de la révolution islamique. Cela signifie qu'en fin de compte, c'est lui qui prendra les décisions. Il ne fait pas partie des gardiens, mais il entretient avec eux une relation très solide et étroite. D'une certaine manière, on peut dire qu'ils sont semblables. Je pense que la bonne façon de le formuler, c'est qu'il n'y a pas de fossé entre les deux. C'est pourquoi ils sont si unis dans leurs buts, leurs objectifs, leurs ambitions. Il n'y a donc aucun moyen de trouver un espace intermédiaire, une sorte d'écart. Alors, quelle serait la stratégie à mesure que cette guerre au Moyen-Orient se prolonge? À mon avis, le guide suprême de l'Iran, avec les gardiens de la révolution, ne considère pas ces États arabes, ni les populations qui y vivent, comme leurs ennemis. Il les considère comme leurs frères et sœurs. C'est la réalité. Les gens doivent le comprendre. Ce qui se passe au niveau des dirigeants dans ces pays est quelque chose de totalement différent, et ils font bien la distinction entre le peuple et la direction. C'est pourquoi je pense qu'à long terme, la politique consistera à se rapprocher des populations de la région, à faire de la résistance un mouvement global. Si l'on regarde les actes de résistance, ils ne reposent pas sur quelques personnes qui dirigent tout ou qui sont proches les unes des autres. Le chef de la résistance en Irak et le chef de la résistance au Yémen, par exemple. Il s'agit du peuple. Vous savez, toute la foi chiite les rassemble tous. Je pense qu'après ce qui s'est passé à Gaza et en Cisjordanie, cela rapproche non seulement les musulmans chiites, mais aussi les musulmans sunnites. Vous savez, c'est une nouvelle sorte de ton, une nouvelle attitude, un nouveau type de mouvement qui émerge au sein de la communauté musulmane. Et beaucoup de gens en Occident ne le comprennent pas. Ils ne saisissent pas ce qui se passe. C'est pourquoi Benjamin Netanyahu parle de vouloir former une sorte d'alliance contre les actes de résistance. Mon Dieu, ce type ne sait pas de quoi il parle. Vous savez, si MBS ou MBZ, Mohamed Ben Zayed, décide de conclure une sorte d'alliance avec Benjamin Netanyahou, ce sera lui, voyez, MBZ, avec ses proches, peut-être 20 personnes, 4-20 personnes, pas plus. Il ne s'agit pas de la population de ces pays. Il faut que nous comprenions cela. Il faut que nous comprenions ce qui se passe. Vous avez mentionné le cas de Bahreïn, le cas du Koweït. Ce sont d'énormes changements, vous savez, qui se produisent dans la région. Et l'Iran le comprend. C'est pourquoi je ne le vois pas, non seulement entre les gardiens de la révolution et le guide suprême d'Iran, mais même parmi ces gens-là, surtout les réformistes. Tu sais, on voit bien que, tu sais, Pezeshkian, il suffit de comparer Pezeshkian aujourd'hui avec ce qu'il était quand il a été élu. On peut lire ses tweets d'aujourd'hui ou d'hier et ceux qu'il a publiés lorsqu'il a été élu en Iran. Le ton a changé. Il n'y a plus de différence maintenant entre ceux qui essaient de tracer une ligne entre les gardiens de la révolution, les réformistes et les dirigeants. Je pense qu'ils se rassemblent tous. Parce que c'est l'Iran qui combat l'Empire. Ce ne sont pas les gardiens de la révolution qui combattent l'Empire, c'est l'Iran. Tout le pays, la population.
L'Iran en tant que nation combat l'Empire et son vassal, son proxy au Moyen-Orient, qui est Israël. C'est la réalité, je pense. This is the reality, I think. Did you have Est-ce que je n'ai vu cela nulle part. Y a-t-il eu une communication directe entre l'ayatollah Sistani ou le bureau de l'ayatollah Sistani et l'ayatollah Mustafa jusqu'à présent? Parce que je n'ai trouvé cela nulle part. so far? They I have, have, yeah, I haven't found this they anywhere. have But they, close connection. Ils ont des liens étroits, des liens très étroits. Actually, he En fait, ils félicitaient Mustafa Khamenei pour sa nouvelle fonction de guide suprême. he issued Bien sûr, mais je parle des contacts plus étroits, pas seulement de cette reconnaissance formelle. acknowledgements. I see. There are people are Je vois, I imagine. les gens parlent, j'imagine, ils parlent tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils se parlent entre eux. Ce n'est pas seulement entre l'ayatollah Sistani et le guide suprême de l'Iran. Tout l'axe de la résistance communique entre eux. They are communicating with each other. Ça, c'est sûr. Sure. That's a huge communication line. C'est une ligne de communication énorme qui est en train de se mettre en place. Oui, oui. Avant, Pepe, quand la guerre a commencé, personne ne pensait même à la résistance en Irak. Ils ont tout fait. Nous parlions des Yéménites et de Salah. Nous parlions du Hezbollah. Et tu sais à quel point on sous-estimait ces deux groupes, les Yéménites et le Hezbollah. Ils sont totalement différents de la manière dont ils étaient présentés auparavant dans les médias traditionnels. Et maintenant, on connaît la réalité de ces deux forces. L'importance de l'Irak, Pepe, c'est autre chose, parce que l'Irak partage une frontière commune avec l'Iran. Et ils sont proches de ces groupes terroristes kurdes du Kurdistan irakien. Ils sont en quelque sorte la ligne de front contre ces terroristes kurdes s'ils décident de faire quelque chose. C'est pourquoi je pense que l'Iran a totalement dominé la région jusqu'à présent. Tout est sous le contrôle de l'Iran. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont si à l'aise avec la guerre dans laquelle ils se trouvent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce que cela donnera à long terme. Mais Donald Trump essaie de tout perturber en attaquant des civils, en attaquant et en infligeant de la souffrance au peuple. C'est ce qu'il essaie de faire. This is what he's trying to do. Yeah. Ouais, And the other point Et l'autre point, Pepe, ma question pour toi est de savoir comment la Russie perçoit la situation dans son ensemble en ce moment. Nous avions... C'est délicat. That's tricky. That's very, very tricky. Very tricky. c'est très très délicat. Très délicat. Eh bien, nous étions censés y aller ce mois-ci, mais ils ont tout annulé à Moscou. On nous a dit qu'il y avait une concentration totale sur la guerre. Donc, vous savez, les réunions ou les conférences, ils ont tout annulé en avril. Mais le débat à Moscou est maintenant très sophistiqué, très délicat, parce que beaucoup de gens établissent des comparaisons directes entre l'attitude du Kremlin envers l'OMS et celle des Iraniens envers la guerre américaine contre eux. Et certaines de ces comparaisons ne sont pas très flatteuses pour les Russes. On peut imaginer pourquoi. Mais malgré tout, ces discussions sont très très délicates. These discussions are very, very tricky. Because depending on how you formulate it, you can instantly... Parce que selon la manière dont on présente les choses, on peut immédiatement être qualifié d'antipatriotique, voire de traître. On peut donc comparer la méthodologie de l'opération militaire spéciale, du Kremlin, du ministère russe de la Défense, et le fait qu'il n'ait pas, je dirais, frappé pour tuer, visé la jugulaire de l'OTAN jusqu'à présent. Et nous comprenons la motivation à long terme. Et bien sûr, dans le cas de l'Iran, ils devaient viser la jugulaire, comme ils ont commencé à le faire dès le début. Car pour eux, c'est une guerre existentielle. C'est une guerre à l'intérieur de la nation iranienne. La guerre en Ukraine est différente. Elle se déroule à l'intérieur des nouvelles régions de la Russie, mais elle vient de l'extérieur. It comes from outside, it comes from another nation supported by NATO. Cela vient d'une autre nation soutenue par l'OTAN. C'est une toute autre histoire.
Mais je suis très curieux, la prochaine fois que je serai à Moscou, d'approfondir le sujet. Parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles la situation est peut-être sur le point de changer. Que peut-être la Russie, cette année, va enfin porter le coup de grâce, vous voyez. Et les pièces du puzzle sont déplacées d'une manière qui suggère que la Russie a une très forte probabilité, cette année, de frapper décisivement si elle le décide. L'Iran, en revanche, n'a pas le choix. L'Iran n'a qu'une seule option, se défendre et infliger le maximum de châtiments aux Américains et aux Israéliens. C'est différent. Donc, mais en termes de soutien, par exemple, ce que Lavrov a dit il y a quelques jours était fascinant. For instance, what Lavrov said a few days ago was fascinating. He confirmed that Russia is supporting Iran. Il a confirmé que la Russie soutient l'Iran, mais il n'est pas entré dans les détails, car ce sont des affaires qui relèvent du ministre de la Défense et du grand patron là-haut. C'est un secret d'État, mais tout le monde sait que c'est important, surtout en matière de renseignement, et notamment de coordonnées satellitaires très précises fournies aux Iraniens, afin qu'ils sachent exactement ce qu'ils vont frapper et puissent le faire avec une précision maximale. C'est le mérite du renseignement russe, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc cela ne va pas changer. Et bien sûr, il y a de nouveau des rumeurs, mais bon, il faut d'abord voir d'où viennent ces rumeurs. First, we have to see where these rumors are coming from. Il y a eu un message sans équivoque du Kremlin. Si Israël tente d'utiliser une arme nucléaire tactique ou même une arme nucléaire contre l'Iran, il y aura des conséquences. Et je suis sûr que les Américains ont bien reçu le message. Évidemment, ces tueurs fous à Tel Aviv ne reçoivent de messages de personne. Mais je suis certain que les Américains l'ont compris et ont dit aux Israéliens « Allez-y doucement, parce que si ça arrive, ce n'est pas nous. Vous serez seuls. » La situation, comme nous le voyons tous, évolue littéralement en permanence. Elle est totalement fluide. Tout peut arriver. Toutes les options les plus terribles restent sur la table. Et bien sûr, à cause de cela, toutes les issues rationnelles possibles ne le sont pas, ou elles y restent un jour ou deux, puis disparaissent à nouveau. Je pense, Pepe, que l'issue de cette guerre pour l'Iran sera qu'ils vont se retirer du TNP. L'Iran ne fera plus partie du TNP. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Il n'y a plus aucune raison pour eux de rester dans le TNP. Ouais. Et en ce qui concerne le programme nucléaire, l'Iran ne va pas négocier avec les États-Unis. L'Iran ne se soucie plus des sanctions, ni de quoi que ce soit d'autre. Parce qu'en ce moment, avec le détroit d'Ormuz, leur plan consiste à passer du pétrodollar au yuan. Ils savent à quel point c'est important. C'est déjà le pétro-yuan. Et ils ont trouvé une source de revenus, donc ils n'ont même plus à se soucier des sanctions. Et alors, maintenant nous avons nos propres revenus. Nous les percevons sur notre propre territoire. Cela surpasse toutes les sanctions. En fait, d'un seul coup, c'est fascinant, Nima, ils ont contourné les sanctions, SWIFT et le pétrodollar en même temps. C'est d'une ingéniosité incroyable. Évidemment, ils avaient déjà atteint cet objectif auparavant. C'était l'une des premières choses qu'ils avaient obtenues, il y a des années, sans aucun doute. Mais c'est ce qu'il fallait, et c'est ce mouvement qui a complètement déstabilisé l'Empire. Encore une fois, parce que ces idiots n'ont jamais, je ne parle pas du complexe militaro-industriel dans son ensemble. I'm not talking about the industrial military complex as a whole. I'm talking about the idiots around. Je parle des idiots qui entourent Trump, les 3 ou 4 personnes qui l'écoutent vraiment. Évidemment, ils n'avaient jamais prévu ça. Ils n'ont jamais pensé que ce serait faisable. Une fois de plus, ils pensaient qu'ils auraient une guerre de week-end, qu'ils gagneraient, et que le lundi ce serait mission accomplie et que les marchés grimperaient. Et maintenant, il est trop tard. Tu peux voir les rats s'enfuir pendant que le Titanic sombre, n'est-ce pas, Nima? Il essaie de jeter n'importe qui sous le bus devant lui. Ah, ce n'est pas ma responsabilité. Maintenant,
c'est aussi la responsabilité de l'OTAN. Donc c'est la responsabilité de la planète entière, sauf la sienne. Et c'est lui qui a donné l'ordre final. Typique, mec. Des lâches. Tous les lâches réagissent de la même manière. Typical, man. Cowards. All cowards react the same way. I think NATO is done, Pepe, with what has happened in this war against Je Iran. pense que l'OTAN, c'est fini, Pepe, avec ce qui se passe dans cette guerre contre l'Iran. Parce que les Européens sont d'une certaine manière, même l'Autriche a déclaré aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser notre espace aérien ni nos bases pour attaquer l'Iran. Et c'est cette nouvelle réalité que Donald Trump a tant de mal à accepter, car pendant si longtemps, il leur a mis la pression de 2 à 5%. Maintenant, les gens en Europe se demandent ce qui se passe. S'ils ne peuvent pas défendre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou Bahreïn, comment pourraient-ils défendre l'Europe? Ou bien est-il encore possible pour les États-Unis d'aider l'Europe? Ils ont des forces en Allemagne depuis si longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, ils sont toujours là en Allemagne. Vous savez, le chef de l'AfD parle du fait que les États-Unis devraient quitter l'Allemagne. C'est la réalité. La nouvelle réalité ne concerne pas seulement le leadership. Les gens ressentent cela aussi. Quelle est encore l'importance des États-Unis en Europe? Si l'Iran peut repousser les États-Unis hors du Moyen-Orient, alors pour la Russie, il sera facile de les écarter si elle attaque. L'Europe doit parvenir à une certaine compréhension de ce qui se passe. Je pense qu'avec le détroit d'Ormuz, ils commencent à s'en rendre compte. Ils veulent conclure un accord avec l'Iran sans les États-Unis. Voyez-vous cela se produire en Europe, ce type de prise de conscience de la réalité? Let's say that Disons qu'il a fallu quelque chose comme ça. Tôt ou tard, vous allez vous retrouver sans aucune énergie pour les réveiller un peu. Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Une autre conséquence très importante et en réalité directe de la guerre est le démantèlement progressif de l'OTAN. C'est déjà en cours. Beaucoup d'entre nous disaient « D'accord, l'OTAN et l'UMA vont s'effondrer. Cela prendra du temps. Ce sera un processus parallèle. Mais cela se produit bien plus vite que ce que nous aurions pu imaginer. L'OTAN est déjà en train de s'effondrer maintenant, en temps réel, juste sous nos yeux. Et ce n'est pas à cause de l'Ukraine, ni à cause de la guerre par procuration en Ukraine. C'est à cause de l'Empire, la guerre de choix de l'Empire contre l'Iran, parce que c'est là que cela touche l'Iran. the war of choice of the empire against Iran, because then it touches. It's of course Ukraine has an energy component. Bien sûr, l'Ukraine a une composante énergétique, sans aucun doute. Mais c'est bien plus grave que cela. Le détroit d'Ormuz est le goulet d'étranglement ultime. Si l'on touche au détroit d'Ormuz, c'est toute l'économie mondiale qui est affectée. Et les Européens voient maintenant qu'ils n'ont plus d'énergie. Aucune source supplémentaire nulle part. Plus de Russie, plus de Qatar, rien. Ils doivent agir. Alors peut-être que c'est le début de... Je ne parierai pas là-dessus, Nima, vu l'étonnante médiocrité de l'ensemble de la classe politique européenne, à 2 ou 3 exceptions près. Mais évidemment, ils commencent déjà à se dire « D'accord, il faut faire quelque chose. D'accord, au moins. » Mais le processus d'effondrement parallèle de l'UMMR et de l'OTAN a également reçu un sérieux coup d'accélérateur avec la guerre. Got a big boost with the war as well. That's another positive consequence. How they're going to C'est une autre conséquence positive. Comment ils vont s'en sortir sans les États-Unis? C'est une autre histoire. C'est leur problème. Ils n'auraient jamais cru que ce jour arriverait. Maintenant, ça frappe à leur porte et ils doivent trouver des solutions. Et bien sûr, ils ne changeront jamais d'état d'esprit du jour au lendemain. Je lisais ce que disaient les habituels chihuahuas polonais ou baltes ou la Finlande. Maintenant, il faut reconstituer nos défenses contre la Russie. C'est toujours contre la Russie, n'est-ce pas? Très bien. Avec leurs armées spectaculaires qui ne pourraient pas conquérir un stand de hot-dog, et ils veulent reconstituer leurs armées pour combattre la Russie. Bonne chance.
and they want to reconstitute their armies to fight Russia. Good luck. Amazing. Incroyable. Oui, Yeah. je crois que Donald Trump demandait à la Pologne d'envoyer ses Patriots. Poland to send their patriot. Il a dit non, nous en avons un ou deux. D'accord. Après la Corée du Sud, maintenant la Pologne, allez-vous tout envoyer pour aider Israël? C'est avertissant. It is. No, C'est vrai. Les gens doivent comprendre que les États-Unis sont prêts à tout sacrifier, absolument tout, pour Israël. of course, but now it's in the open. Bien sûr. It's Mais not maintenant, unbelievable. c'est au grand jour. Believable. Ce n'est pas incroyable, c'est crédible, parce que tout le monde a désormais la preuve devant la planète entière que la seule chose qui compte pour eux, c'est cette secte de la mort là-bas. Tous les autres ne sont que des vassaux dont on peut se servir, dont on peut tirer profit. Mais, tu sais, quand les choses se compliquent, voilà, il faut sauver la secte de la mort. You have to save the death cult.